14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Le couple et l'amour. Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une invention assez récente. On se marie par amour seulement depuis le siècle dernier, et pas depuis le début du siècle dernier, depuis les années 60, on va dire. Non pas qu'il n'y ait pas eu de merveilleuses histoires d'amour auparavant, mais la plupart du temps, les couples se formaient en fonction de leur niveau social, pour fonder une famille, pour vivre à deux, parce que c'était plus facile. Et n'oublions pas que les rôles étaient très bien distribués, enfin très bien, je sais pas, en tout cas étaient distribués. Le mari ramenait le salaire et la femme s'occupait du foyer et élevait les enfants. Or, on se rend compte depuis une vingtaine d'années que l'amour ne suffit pas toujours à faire durer le couple, et je vous propose justement qu'on revisite ce qui permet de maintenir un couple sur le long terme. On vous donnera quelques conseils pour éviter notamment les luttes de pouvoir qui sont vraiment fréquentes, et c'est peut-être ce qui est le plus ennuyeux dans un couple. C'est Pascal Neveu qui nous tient compagnie aujourd'hui, et avec lui peut-être on pourra s'amuser aussi à voir quelle est la différence entre l'amour et l'amour-propre. En tout cas, n'hésitez pas à venir témoigner, à poser vos questions, et pour ça bien sûr vous pouvez composer le 0826 300 300. Bonjour Pascal Neveu. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous avez vous aussi plusieurs casquettes, vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, c'est pas tout à fait la même chose, enfin c'est pas le sujet du jour bien sûr. Vous avez écrit certains livres, dont un, Mentir pour mieux vivre ensemble. Alors évidemment je parle de celui-là puisque ce livre parle du couple, Entre autres. Et je pense qu'en tant que thérapeute, bien sûr les gens viennent aussi souvent pour des questions de couple, je suppose. Oui, alors ça peut être pour des problèmes d'infidélité, des problèmes également de remise en question, quand des chemins peuvent commencer à se séparer un tout petit peu, quand le couple stagne et il n'y a plus de dynamique là-dedans, quand il y a des conflits également, en tout cas, des débats au sein du couple concernant l'éducation des enfants, la position des beaux-parents également, et peut-être trop d'incursions de la part des beaux-parents. Donc c'est multi-questionnant, et puis on essaie de faire avancer tout cela, et que le couple, justement, on va revenir sur la notion de couple. Un couple, c'est quoi ? D'abord, c'est un instrument physique également. Ce sont deux parties qui se réunissent pour, à un moment donné, créer une nouvelle dimension et une nouvelle dynamique. Vous savez que couple, ça signifie pas forcément mariage. Non, bien sûr. Est-ce que vous connaissez les chiffres du nombre de personnes qui se disent être en couple mais qui ne sont pas mariées ? Alors non, mais j'aime bien avec vous parce qu'au moins vous préparez l'émission et vous avez toujours des chiffres à nous donner. Donc 2 tiers de Français vont vous dire qu'ils sont en couple. Sur les 2 tiers de Français en couple, il y en a entre guillemets que 75% qui sont mariés. Et vous avez 15% de la population qui dit n'avoir jamais été en couple de leur vie. Mais alors ensuite, il y a l'INSEE qui va définir la notion de couple. On peut définir, il y a 3 grandes catégories. On peut dire un gamin de 15 ans, pardon pour le terme gamin, c'est pas désobligeant pour nos adolescents, il peut dire qu'il est en couple, il est avec sa copine, etc. Ils sont pas forcément mariés. Et puis, en revanche, le couple défini par le mariage, c'est à partir de 18 ans, bien évidemment, pour des raisons totalement égales. Mais à partir du moment où on se dit être en couple, c'est à partir de quel moment ? Quand on sort la première fois ? L'échange du premier baiser ? Non, le premier rapport sexuel ? Non. Quand on commence à passer des week-ends, des vacances ensemble ? Il me semble, quand on commence à dire qu'on est en couple, c'est qu'il y a un minimum d'engagement. Ça dépend. Il y a des études qui démontrent très bien que pour certains ou certaines, ils peuvent se définir en couple à partir du moment où ils sont sortis la première fois et qu'ils continuent à se voir, même s'ils se séparent quelques semaines et quelques mois par la suite. Vous voulez dire qu'on peut considérer qu'on a été en couple si on est resté 15 jours ensemble ? Ouais, totalement. Certains vont le fantasmer, certains vont le penser. Oui. Ça veut dire que... Pour moi, être en couple, c'est quand même être... On est sur une dimension d'engagement, on est d'accord. On est d'accord, oui. Oui, bien sûr. Après, bien sûr, on peut toujours mettre tous les mots qu'on veut. Mais en tout cas, faut le dissocier de la notion de mariage. Et puis, ça, c'est sûr. Non, mais ça, surtout aujourd'hui, c'est évident. Ce qui n'était peut-être pas très fréquent. Mais ce que je trouvais intéressant également, lorsque vous m'avez envoyé le thème de cette émission, vous évoquiez la lune de miel. Alors moi, je trouve ça génial parce que ça tombe entre cette lune bleue qu'on a connue ces derniers jours, il y a la lune rose juste auparavant, et la lune de miel, vous savez d'où ça vient ? Des abeilles ? Alors des abeilles, oui, parce que en fait, lors de la cérémonie de mariage, il y avait de l'hydromel, il y avait même du miel de manière beaucoup plus ancestrale. Et en fait, c'est réellement les
30 premiers jours, c'est pas les 100 premiers jours d'un homme politique ou d'un président de la République, mais ce sont les 30 premiers jours où effectivement on essaye que tout se porte le mieux et que la vie de couple, la vie post-mariage soit totalement sucrée, elle soit savoureuse, qu'on en profite un maximum. Ensuite, il se passe d'autres choses. Alors justement, vous êtes d'accord évidemment, l'idée de se marier parce qu'on s'aime, c'est une idée très récente. Ouais. Et quelque part, on voit que finalement, c'est pas forcément la meilleure solution pour se marier, pour que le couple dure. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a certains sociologues qui partent du principe qu'il faudrait peut-être, avant de se marier, même si on s'aime, regarder si en effet le couple est réellement compatible. Et oui, c'est toute la dimension également de l'union libre ou de vivre déjà ensemble, s'expérimenter. C'est pour ça que la notion de couple, elle est réellement elle n'est pas très définie sur un plan sociologique. On peut être en couple pacsé, en couple marié, en couple union libre, ne jamais être ensemble. Moi, je vois, et on entend souvent des couples qui ne pourraient pas s'entendre s'ils vivaient ensemble, qui vivent dans le même immeuble parfois avec leurs enfants. C'est souvent d'ailleurs ce que décident des personnes qui ont passé 45-50 ans. Hein. Ils disent, moi je veux bien me remettre en couple, mais on vit plus ensemble. Non, parce qu'ils ont une expérience de vie, ils ont cette maturité de se dire, je ne vais pas recommettre les mêmes erreurs. Est-ce que ce sont des erreurs ? Non, ce sont des apprentissages. Ça a créé des épreuves dans le couple, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en a retenu ? Mais il est certain que le couple qui vit au quotidien tombe évidemment dans la difficulté de la routine, la difficulté du quotidien. Moi, je dis toujours, si on vivait avec sa meilleure amie ou avec son frère, je pense qu'il y aurait autant de petits conflits du quotidien, parce que la vie à deux au quotidien, c'est pas facile, quoi. Même si l'être ne peut pas vivre seul, il a besoin de vivre avec quelqu'un, mais il y a toujours à un moment donné des petits accords ou des interrogations. Tiens, quel message j'ai reçu alors qu'il n'y a pas de message ? Qui préfèrent une température fraîche et qui vont tout le temps ouvrir les fenêtres, et il y en a d'autres qui sont au contraire à vouloir que tout calfeutrer. Enfin, il y en a qui préfèrent dormir avec une grosse couette, d'autres qui veulent juste le drap. Enfin, la vie au quotidien, ça démarre sur des petits détails. C'est très souvent cela, et tout peut être prétexte effectivement à des petits conflits, mais bon, tant que t'as encore ça oublié devient d'éteindre la lumière, tu as oublié. Ici. Oui, enfin, vous voyez, je veux dire, et ça, c'est déjà une première chose peut-être qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Si vous avez des petits conflits du quotidien, d'abord, voyez si vraiment c'est des conflits qui valent la peine d'être signalés. Peut-être que vous avez peut-être pas réglé un petit truc qui vous concerne. Et puis, si c'est des conflits qui sont prétextes à vraiment dispute, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans votre couple, et le petit conflit n'est que le symptôme de quelque chose d'autre. Et vous voyez, 1 + 1, de toute façon, ça forme 2, comme je le dis très souvent, on n'est pas la moitié de l'autre, et ça me fait penser également sur un couple en chimie. Vous avez 2 atomes, les 2 atomes, ça forme une molécule, et ça redéfinit absolument les choses. La molécule n'a pas les mêmes fonctions que si on était tout seul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes disent un couple, c'est 1 + 1 égale 3. C'est-à-dire chaque individu plus le couple. La nouvelle définition. Et c'est là où il faut évidemment se garder son jardin secret, garder son territoire. Enfin, il y a toutes ces notions-là. Et donc, j'en arrive à justement la question de lutte de pouvoir. Parce qu'on sait qu'après la lune de miel, la deuxième phase, c'est une lutte de pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le terme le plus approprié. Disons que il va y avoir des réajustements, un peu comme un mouvement balancier, enfin de balance, de domination au sens noble du terme, etc. Domination, soumission, c'est-à-dire à quel moment on reste, quoi qu'il en soit. En tout cas, on essaye de maintenir le 50-50. Ça ressemble quand même beaucoup à une lutte de pouvoir, domination, soumission, excusez-moi. Pour certains. Mais à quel moment on va s'écouter soi-même, on va écouter l'autre également, pour savoir ce qu'on va advenir. D'où ce jeu de mots que je me suis permise dans l'introduction, amour et amour-propre. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir raison parce que finalement... Vous savez, on n'est pas grand-chose sur cette terre. Comme je le dis très souvent, les cimetières sont remplis d'individus inconnus. Mais justement, comme j'écris dans un de mes livres sur le changement, l'amour, c'est le meilleur vecteur de changement. Parce que l'autre va nous apprendre qui on est et qui on n'est pas. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'est à cette époque-là, lors de la sortie de ce livre, qu'on s'était connus sur une radio concurrente. Bref, ça remonte à 2007, je crois, si j'ai bonne mémoire. Bref, mais oui,
Alors de c'est-à-dire temps en temps, que, est-ce qu'il ne faut pas un petit électrochoc de manière à se dire attention, peut-être que je déconne un peu et que voilà, mon couple c'est un peu comme métro boulot dodo. Hein. moi j'ai une phrase que je dis souvent, pour moi le couple c'est un parcours initiatique. Ouais. Et de toute façon, on est d'abord, même dans des rencontres amicales ou professionnelles, chaque personne va modifier notre moi. Tout à fait. Et donc forcément un couple où il y a quand même de la sexualité et beaucoup de quotidien et quand même énormément de... Forcément, entre le moment où on rencontre quelqu'un et le moment éventuellement où on se sépare ou 10 ans après, on a été un petit peu modelé par l'autre. Hein. Ouais. Oui, il y a des changements qui s'opèrent. Alors, soit ils sont subis, soit ils sont totalement admis, supportés. Et mais on c'est s'en ce qui rend fait même que... pas compte. Par exemple, Non. on va adopter la même boisson que son partenaire. Quand c'est pas les habits. Oui, ou La même on va couleur de prendre vêtements. l'habitude, on va découvrir un plat qu'on ne connaissait pas et qu'on va finalement aimer, qui va devenir pratiquement le nôtre. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui vont se modifier. Plein de petites habitudes et qui font que le couple, voilà, il y a un ciment entre ces deux parpaings, si je puis dire, hein, pardon pour le terme. Mais si les parpaings sont trop rapprochés, le ciment, il fuit, hein, ça colle pas. S'il est trop éloigné, le ciment fonctionne pas non plus. Donc, il faut réellement être dans un bon Tant qu'on ne voit dosage. pas les parpaings sur la Non, gueule, non, surtout pas. ça Quelle va. horreur. Il y a eu un nouveau féminicide là. Vous Pardon. l'avez, bon, malheureusement. Mais bon, voilà. Mais c'est ouais, c'est un fin dosage quand même. C'est de l'alchimie hein, que l'amour et le sexe également. Alors, il y a toujours beaucoup de thérapeutes qui disent quelles sont les choses indispensables dans un couple, quels sont les piliers, etc. etc. Alors, ce qui revient souvent, toujours et pratiquement toujours, c'est la communication. Ouais. Moi, je réponds toujours oui, sauf qu'il faut être deux pour pouvoir communiquer. Et quand on est avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer, je suis désolée, la communication, elle est difficile. Bah, la base de la communication, c'est l'émetteur, le récepteur et vérifier que le message a bien été reçu et perçu. Et avec les bons mots, c'est-à-dire qu'on a entendu la totalité de ce que l'on nous a dit. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas rentrer dans des modèles de communication, de théorie de la communication, mais il faut réellement s'assurer que justement on s'est bien compris, on s'est bien entendu. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un exemple il y a quelques semaines de cela, où effectivement une personne reçoit un message en disant mais comment je dois l'interpréter, il y a un message indirect, etc. Moi on me le montre, je dis non pas du tout, en plus c'est une erreur simplement d'adressage, etc. Et c'était le cas. Et la personne s'est pris la tête pendant 2 heures, mais pour rien. Oui, mais ça aurait pu créer une crise de couple. C'est vrai que si on se met à interpréter quelque chose, c'est toujours embêtant parce qu'on va l'interpréter avec son prisme à soi, alors que peut-être que ses angoisses également, son passé. Exactement. Bon, et ben on va avancer avec nos auditeurs qui sont certainement en couple et qui ont forcément des problèmes de couple plus ou moins grands. On va voir ça. Vous nous appelez au 0826 300 300 et dans un instant, c'est Gabriel qui sera avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors Gabriel est avec nous et c'est Pascal Neveu bien sûr qui va vous répondre. Gabriel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Gabriel. Vous êtes en couple depuis pas mal d'années je crois. Hein 20 ans cette année. Ah, félicitations. C'est quoi les noces pour les 20 ans, c'est quoi les noces? Combien ça va vous coûter? Je m'en souviens plus, je le sais pas. Je sais pas. On va se chercher. Ouais, on va se renseigner. Voilà, ouais, donc 20 ans en couple, oui. 20 ans de mariage, donc ça fait 22 ans de couple. Ah oui, ça fait, voilà. Ouais. Voilà, 22 ans de couple. Et alors, il va bien votre couple? Alors, ça va bien, on va dire. Ça va, oui. C'est vrai que j'ai écouté avec attention l'introduction. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose qui m'a interrogé, c'est la notion de pouvoir, c'est-à-dire les luttes de pouvoir, qui dirige, etc. Et nous, dans notre couple, finalement, la vie a fait que les secteurs sont séparés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre la main peut-être sur quelque chose. C'est la meilleure solution, oui. Et l'autre finalement va se laisser guider, on va dire. Ouais. Que ça se plante ou pas, parce que des fois on se plante, voilà, et puis on n'en veut pas. Et puis inversement, l'autre, tant pis, il prend notre secteur, et puis voilà. On a essayé de faire comme ça, voilà. On a essayé de faire comme ça, alors bon... Non, mais c'est la meilleure solution. Si chacun a son ministère, a priori, ça marche mieux. Voilà, y compris dans l'éducation des enfants. Je voyais que vous en parlez. C'est vrai que l'éducation des enfants, c'est quand même, c'est forcément... c'est un sujet essentiel. Hein. Ouais, voilà, puis
c'est un terreau à conflit, Mais forcément. on est en plein sujet d'actualité parce que vous sortez de vacances là. Enfin, vous rentrez de vacances, il y a la rentrée scolaire également. Pareil, les vacances, qui gère les vacances? Le choix du lieu, qui fait les réservations, etc. Ça peut être source de conflit. Ou alors, on délègue effectivement, puis voilà, c'est ton portefeuille, c'est le moment de le dire, etc. Tu gères tous les billets, l'hôtel, etc. Alors nous malheureusement on ne part pas en vacances, donc ça, le truc se le règle. Mais il y a la même, mais non, mais il y a l'équivalent de toute façon. Ouais. Il y a l'équivalent dans les cadeaux de Noël, dans les cinémas, Ouais. et ça on fait quoi? Parce que nous on a des enfants grands du coup. Ils ont quel âge? Des enfants grands, ils ont 19 et 20 ans. Ouais. Le 18 et 20 ans on va dire. Ouais. Voilà, 18 et 20 ans, voilà. Oui, il y donc a vous allez d'autres, traverser une autre épreuve de couple, vous allez vous retrouver tous les deux. Oui, alors finalement, non, on ne sait pas parce qu'on a quand même hâte. On a quand même hâte parce Oui, que mais c'est vrai qu'on on a peut donné. avoir hâte, mais on peut aussi se retrouver devant du vide. Non, mais je rigole parce que je pense à la même chose que Brigitte. Donc. Ah bon, d'accord. D'accord. Non, on le vide peut-être pas parce que c'est vrai que nous, on est très. Enfin, on a vécu ensemble longtemps en fait. C'est-à-dire que on travaillait ensemble ou on était au chômage ensemble et etc. Voilà. Donc on est et on a un quotidien, très très uni. Alors forcément, c'est source de petits tracas, Ouais. ça c'est sûr. Hein. Et voilà, mais on se verrait pas vivre 20 minutes l'un sans l'autre. Ah ouais. De toute façon, on entend non, dans c'est pas possible. dans votre voix et dans vos propos que votre couple va bien. Hein. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Ah ouais, je vous remercie. Enfin, va bien, oui. Mais après, c'est vrai qu'il a fallu mettre en place des petites choses ou des petits rituels ou des petites techniques. Par exemple. Voilà. Par exemple, alors on en a une. Bon, là ça nous fait rire maintenant, mais quand même on la réutilise souvent. C'est-à-dire que on essaie de se réconcilier, on va dire le plus vite possible. Hein. On essaie de pas tarder, de pas faire traîner. Et alors on le fait en non-verbal parce qu'on parle beaucoup l'un l'autre. Et si on s'est disputé, c'est qu'on a trop parlé. Donc forcément, on va pas reparler de ce qui s'est passé. Ouais, c'est souvent le cas. C'est intéressant, c'est-à-dire que la dispute arrive parce que vous parlez un peu trop. Ouais, Trop, les propos dépassent la pensée, ou on a un propos dur, ou on a trop repris un sujet qu'on sait qui est un peu sensible, Touchy, ou etc. oui. Voilà. Donc c'est la parole, nous, qui nous pose des problèmes souvent. Donc on a une solution non verbale. Inventez un joker entre vous. Pardon ? Entre vous, inventez un joker. Quand vous sentez l'un ou l'autre que la tension monte, vous dites un mot. Ça va pas marcher parce que pourquoi tu mets le joker là, etc. Ah bah non. Hop. Ça fait un peu émission télé. Hein. Non, mais ça peut marcher parce que en général, il y en a un des deux qui se rend compte avant l'autre que ça commence à chauffer. Et c'est en amont qu'on peut arrêter. Sinon, si on continue, forcément, ça excite, ça énerve. C'est clair. Alors du coup, nous, des fois, on se retrouve boudé dans son coin, etc. Donc on a un petit rituel qui consiste à faire mime. En fait, on fait mime. Ah oui. Ouais, on fait mime. Donc on va chercher l'autre, on frappe à la porte. Je sais pas où est-ce qu'il est là, etc. Et alors on fait mime qu'on offre un bouquet. Ah oui. Et alors celui qui vient voir, donc il offre le bouquet. Et quand vous dites on, ça veut dire que c'est jamais le même. C'est parfois vous, c'est parfois elle. Ça peut être moi, ça peut être elle, c'est bien. etc. Voilà. C'est bien ça on offre déjà. un bouquet. Et alors l'autre, quand même, il refuse le bouquet, quoi. Il montre qu'il est colère. Et l'autre refait la manip une deuxième fois, et là il accepte. Voilà. Et ça nous fait rire, en fait. Voilà. Ça nous fait rire. Après on fait le bisou et hop, c'est parti. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début on le faisait au bout de 2 heures de bouderie, ou de 2 jours, etc. Et maintenant, on essaie de raccourcir, en fait. Vous êtes devenu adulte, c'est bien. Voilà. C'est les enfants qui boudent, hein, de toute façon, normalement. Un adulte, s'il continue à bouder, c'est qu'il n'a pas grandi. Hein. Moi, j'en connais qui boudent. Vous êtes d'accord, Pascal? Je suis totalement d'accord. Ah bon, d'accord. Voilà, ça va. Non, mais vos enfants, ils ont dû s'amuser, hein, si vous voyez comme ça. Alors bon, souvent ils s'inquiètent parce que ça gueule à la maison. Ils se disent qu'est-ce qui se passe, etc. Puis ils voient qu'on fait un câlin comme ça une demi-heure après, donc ils disent bon, ça passe. Alors voilà, bon, si on peut leur transmettre ça, s'ils peuvent faire ça aussi, voilà. Disons que pour nous ça marche bien. Voilà. C'est une technique qui marche assez bien. Voilà, voilà ce que je peux témoigner.
Mais en tout cas, ça peut être un conseil qu'on peut donner aux hommes qui écoutent. Si vous vous êtes disputé avec votre femme, revenir avec un vrai bouquet, ça peut améliorer les choses. À mon avis, ça marche bien mieux. Oui. Ça dépend si vous le prenez dans la figure. Ah oui. Retirez les épines. Pas un bouquet de chrysanthème, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, merci de ce témoignage qui est plein de bonne humeur et ça fait quand même plaisir de voir que des gens qui sont pourtant travaillent ensemble, sont depuis 22 ans ensemble, ça marche quoi. On commence bien l'émission tout de même, 1er septembre, comme ça, ça donne de l'entrain pour toute cette rentrée et un bon exemple. Oui, et puis voilà, quand on s'est un peu disputé, il faut se réconcilier tout simplement. Il faut jamais laisser une dispute sans. Ça sert à rien. À un moment donné, il faut percer l'abcès, bien sûr. Non, sinon on va s'y noyer. Merci Allez, beaucoup, bon courage à Gabriel. Et puis, comme tous les vendredis, nous retrouverons notre Sexy News Flore Chérie qui va être avec nous dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous retrouvons Flore Chérie. Bonjour Flore, ça va? Bonjour L'été était chaud, bon. L'été était très chaud, doux, agréable. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Alors, je ne suis pas sûr que tous les Français pensaient que c'était chaud partout. Oui, j'étais un peu dans le sud de la France et ça allait. J'ai eu des épisodes de pluie, mais ça allait. D'accord. Oui, mais bon. C'était donc chaud et humide. Ça, comme beaucoup sexuel. de belles choses dans la vie. Bon, en tout cas, nous aussi, on est ravis de vous voir. Et puis, pour des raisons, il faut toujours faire un petit peu de changement. Dorénavant, il n'y aura qu'une chronique, qu'une Sexy News par semaine. Et c'est vous qui avez été choisi. Voilà, donc vous avez cette responsabilité. Oui, attention, ça me met beaucoup de on veut des pression. chroniques, justement, humides et chaudes. Et donc c'est parti pour ma chronique unique et chaude. Et c'est bien qu'on parle de pression. Pas parce unique que... et chaude, vous avez dit unique et chaude au lieu de humide et chaude. Humide. Et voilà, unique aussi, puisqu'il n'y en a unique. plus qu'une. Ah oui. J'ai une solidarité féminine. Merci moi, Pascal Brigitte de me Je suis en sauver minorité tout ça. ici. Donc si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire sous pression et que vous avez du mal à avoir des érections, le sexe non pénétratif, peut-être une bonne pollution. Bon, en fait, c'est un peu la tendance sexo du moment, on en parle dans tous les médias. C'est le sexe non pénétratif. Même au-delà des médias, c'est le conseil numéro 1 de tous les cabinets de sexologues. C'est l'alternative idéale dès que l'on consulte pour un problème de vaginisme, d'endométriose, d'éjaculation précoce, de dysfonction érectile ou de sécheresse vaginale. Le sexe non pénétratif, donc c'est le pansement idéal. Et retirer la pénétration, c'est aussi un moyen d'être dans l'air du temps. À l'heure où le fossé orgasmique, vous savez, la différence de fréquence d'orgasme entre les hommes et les femmes a été pointée du doigt, le sexe non pénétratif, c'est un moyen de vivre la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque nous, on n'arrive pas à jouir, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et voilà, plus personne ne jouit, c'est génial. Voilà. Alors, on avance. Il y a une différence entre la jouissance et l'éjaculation, je suis désolé. Oui, vous avez tout à fait. Et là, on parle de pénétration. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est le sexe non pénétratif? C'est décider au début d'une relation sexuelle, je dis bien au début, pas pendant, parce que sinon c'est juste frustrant, qu'il n'y aura pas de pénétration vaginale ou anale. C'est définir... Ça vaut pas le coup de monter chez elle. Hein. C'est définir le jeu érotique par l'absence, en somme, et par l'obligation créative de sortir des sentiers battus. Alors évidemment, il y a les massages et la masturbation, tout ça on connaît un peu, et cette zone de confort peut nous paraître un peu morne. Je vous vois rire et se dire que c'est pas très sympa. Et je le comprends, c'est justement tout l'enjeu du sexe non pénétratif, c'est d'intégrer une forme de folie et de jeu qui manque au sexe classique du missionnaire et la levrette. Voici quelques exemples un peu drôles qui vont vous faire dire que le sexe non pénétratif, ça peut être marrant de temps en temps. Il y a certainement... De temps en temps, ok, tout est dit. De temps en temps, tout est dit. Il y a certainement des techniques de frotti-frotta de pénis que vous ne connaissez peut-être pas encore. Pascal, je vais vous interviewer. Est-ce que vous savez ce que c'est le kunyaza ? Par exemple, c'est un nouveau moustique. Alors, c'est un nouveau microbe venu. Non, technique originaire du Rwanda qui consiste à tapoter son pénis sur les lèvres et le clitoris de sa partenaire. Ah oui, je connaissais, et à le faire glisser, pas le nom. Voilà, Donc, au sein du grand lèvre, kunyaza. Alors, plus compliqué, coït intercrural. Ça, c'est entre les fesses. Non. Entre les cuisses. Cuisses. Oui, parce que c'est les muscles cruraux, il y a le nerf crural, etc. Exactement. Donc, vos partenaires s'assoient sur vos jambes, vous mettez le pénis entre le partenaire ou en levrette, pénis entre les cuisses. Tout va bien, vous avez quand même le droit de jouir et d'éjaculer. Non, Pascal, c'est déjà... juste pas pénétrer. Hot dogging, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous l'avez dit.
Donc là, le c'est pénis entre les fesses, fesses, voilà, ça. donc ça fait une forme de hot dog qui est pris entre les deux petites miches. La cravate de notaire, est-ce que vous savez Vous ce avez que la même c'est, chose bien avec sûr les- Oui, avec mais ça, oui, quand même. Cravate de notaire, donc le pénis qui glisse entre la poitrine des ouais. femmes. Et l'axillisme, plus compliqué. Glisser son pénis entre les aisselles de son ou sa partenaire, là où la peau est particulièrement fine. Bon, voilà, si vous n'avez pas appris forcément des nouvelles pratiques, vous avez au moins appris un Je peu l'ai de sous le bras. vocabulaire. Voilà, c'est Je l'ai toujours sous le bras. c'est l'avoir tout le bras. C'est déjà ça. Et il y a tous les jeux BDSM à explorer. Le monde BDSM, c'est le sexe du jeu cérébral par excellence, où la pénétration n'est pas le saint graal. Il y a tous les jeux de frustration, comme l'edging, où vous masturbez votre partenaire jusqu'à l'orée de la jouissance sans la lui accorder pleinement. Les jeux d'encordement, de contraintes physiques, les jeux sensoriels, où l'on redécouvre sa peau, avec de la cire chaude, avec des glaçons, des plumeaux, des roues à pic. Les jeux de rôle, où vous passez du temps à écrire un scénario, à vous déguiser, à inventer un personnage nouveau. Et puis, au-delà du monde BDSM, il y a aussi tout l'univers du sexe à distance à redécouvrir. L'envoi de sextos coquins, les sextoys glissés dans la culotte qui s'activent à distance au restaurant, les ordres que l'on s'envoie quand l'autre est au travail et qu'il doit faire je ne sais quoi dans les toilettes du bureau. Mais d'accord, mais les trucs BDSM, etc., qu'est-ce qui empêche ensuite de pénétrer? Oui, on n'est pas obligé. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce que ça peut être drôle de ne pas se pénétrer? Et à nouveau, Et c'est la la- jouissance versus... cérébrale. c'est Voilà, ça, on est va d'accord. chercher d'autres territoires de jouissance que la pénétration. Et c'est ça tout l'enjeu du sexe sans pénétration. Donc, le sexe sans pénétration, ce n'est peut-être pas que du sexe sans, c'est aussi du sexe plus cérébral, du sexe avec plus de zones érogènes impliquées et du sexe que l'on peut pratiquer plus souvent, notamment quand l'autre n'est pas là. Et évidemment, le sexe sans pénétration, à petite dose, c'est aussi le moyen de savourer les moments de sexe avec pénétration quand les deux partenaires en ont envie. J'ai pas compris. Attendez, vous dites le sexe sans son partenaire. Alors bien évidemment, c'est sans pénétration. Ça peut être avec pénétration, Oui. avec des Quelqu'un d'autre. sextoys, ou ça va être avec quelqu'un d'autre. On est d'accord. Mais je vois pas le rapport. En fait, l'idée, c'est Il n'y de a se pas de dire... rapport, puisqu'il n'y a pas de pénétration. L'idée, c'est de se dire, si on considère que le sexe a toute sa place, mais on n'a pas le droit, par exemple, de faire de la pénétration pendant une semaine, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant, d'érotique ou même de jouissif en dehors, en se passant de la pénétration? Ça peut presque être un petit jeu de frustration Oui, c'est ça. On est d'accord. à mettre dans son couple, Ouais. qui va venir doper la partie Ouais. Mais pénétration derrière. vu sous cet angle, moi j'applaudis des deux mains. Bien sûr, ça fait fonctionner l'imaginaire, ça fait découvrir d'autres choses et d'autres. Bon, c'est formidable. Ce qui est ennuyeux, je trouve actuellement, c'est que c'est une sorte de, encore une fois, d'injonction, comme si les hommes n'avaient plus le droit de jouir. Vous avez raison. Voilà. Moi, Ce c'est qui est toujours ça pénible, qui c'est le m'ennuie. côté politisé du sexe non pénétratif. C'est pour ça qu'il fait parler de lui. Mais après, au-delà du côté politique, entre guillemets, de la pénétration, il y a aussi l'aspect médical. C'est vrai que beaucoup de sexologues le recommandent de plus en plus, puisque les femmes peuvent se plaindre plus régulièrement de problèmes de vaginisme, Mais de là, on est problèmes sur un problème d'endométriose, médical, ça, on peut le comprendre. de dysfonction Ok. érectile, etc., etc. Donc, j'ai dit qu'il y avait aussi une partie qui était politique, mais il y a aussi toute cette facette-là où on parle de plus en plus de ces problèmes Bien de sûr. bobologie. Ce qu'il faut quand même et ça prend de la dire place. sur des enquêtes sérieuses qui ont été faites, les femmes, elles n'ont pas du tout envie qu'il n'y ait plus de pénétration. Les femmes, sauf évidemment quand elles ont mal, etc. Mais les femmes, elles aiment aussi la pénétration. Donc il faut faire attention de ce courant justement un peu néo-féministe et de ce courant anti-patriarcat, parce que c'est pas ce que réclame la majorité des femmes. Après, bien sûr, quand il y a douleur, quand l'homme est trop dans la performance et qu'il a des problèmes d'érection, ça peut être une solution. Mais je remarque quand même, heureusement, il faudra peut-être d'ailleurs qu'on s'en occupe de ce problème. Je remarque qu'il y a quelques femmes sexothérapeutes qui sont très 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 anti-hommes. Et je vois pas comment on peut être sexologue et être anti-homme, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Vous le dites et je le confirme. Oui, Et vous êtes d'accord avec ça, Et je le hein. déplore. Oui, Et on voit des blogs de femmes qui se disent sexothérapeutes et qui disent des choses qui sont complètement à l'encontre de ce qu'est la sexologie. Après, Même en thérapie de couple, vous avez des thérapeutes femmes qui immédiatement vont condamner l'homme. Sans l'avoir rencontré, sans avoir écouté les deux versions, etc. Donc attention à tout cela. J'ai quand même une question très provoque, comme d'habitude. Imaginez, alors dès le début, on dit, voilà, tu vas pas me pénétrer. Mais elle, est-ce qu'elle a le droit de se pénétrer ou pas, et que l'homme soit dans une forme de frustration
face à cela. Je ne sais pas si vous me comprenez, Bien docteur Flore. Oui, bah après ça reste un jeu de frustration générale. Après, je pense que l'idée de dire on se pénètre pas, le seul enjeu c'est on va essayer de trouver de l'érotisme ailleurs. Donc c'est valable pour les deux, hein, on est d'accord. Et c'est valable pour les deux. Okay. C'est ça que je trouve intéressant dans le sexe non pénétratif, c'est-à-dire on va pas juste faire un petit massage, un petit truc nul, et on donc, va essayer de booster. On n'a pas le droit d'utiliser ses doigts. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que de façon non, enfin, il faut pas pénétrer son partenaire avec. Est-ce que c'est le pénis avec... qui a pas le droit de rentrer? Non, est-ce que c'est non, les doigts ont pas le droit de rentrer. Non, l'idée c'est on laisse le vagin un peu tranquille, on laisse le vagin respirer et on laisse. Et l'anus? Et on laisse l'anus respirer. Et la bouche? Le sexe oral, c'est un peu à la frontière, donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Ah non, d'accord, ok. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait quand même aller explorer d'autres territoires et que ça pouvait être un ressort érotique assez amusant. Ça, c'est super intéressant. Et est-ce que la femme, elle a le droit de changer d'avis? Ah bah finalement... pénètre-moi. Bon, ça peut être drôle. Tant qu'en fait, ça reste une sorte de jeu qui sert au couple et qui va être assez amusant. Oui, si derrière il y a une pénétration, c'est pas un problème. Bon, en tout cas, on aura un petit peu fait le point sur cette mode actuelle. Mais c'est vrai que c'est une vraie mode, tout le monde en parle et beaucoup de médias en parlent. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Moi, j'ai même viré un chroniqueur là, qui était en train de me dire, il y a 2 ans, justement, parce qu'il était tellement persuadé que c'était la solution idéale pour tous. Non, c'est pas la solution idéale pour tous non plus, quoi. Donc, vous ne serez pas viré parce que vous avez nuancé votre chronique. Heureusement que j'étais là. Hein. Comment ça, heureusement? Vous avez eu chaud aux fesses. Bien sûr. Heureusement, grâce à Pascal. Heureusement qu'un homme est là pour me sauver. Bon, en tout cas, on retrouve notre bonne humeur et c'est ça qui compte. Voilà. Merci beaucoup, Flore Chéri. C'était en effet très intéressant et je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi sur union.fr. Hervé est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Alors justement, Hervé, est-ce que vous avez... Bonjour Brigitte et bonjour Pascal. Bonjour Hervé. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le sexe non pénétratif? Oui, ça arrive de temps en temps dans les jeux qu'on peut avoir entre nous. Ah, bah, très bien. Oui, voilà. Ça peut être, même ne serait-ce qu'une masturbation, voilà. Mais ça s'arrête là. Après, sous les aisselles, tout ça, j'ai jamais essayé. Essayez, après tout, pourquoi pas? Oui, voilà, oui. Une fois, vous aviez parlé justement du gant avec les pattes. Ah oui, et ça, avec ma femme, on a essayé. C'est bien, hein? Ben voilà. Reconnaissez qu'on y croit, hein? C'est bien, hein? Voilà, et puis on meurt moins bête le soir. Hein. Oui, je connais. Bah oui, attendez, tous les ados, beaucoup d'ados commencent leur masturbation comme ça, avec un gant de toilette chaud et des pattes chaudes, et puis voilà. Enfin bon, en tout cas, je donne l'info pour d'autres, hein, si ça peut intéresser. Deuxième question, Hervé, quel est le lieu où vous aimeriez faire l'amour et que vous n'avez pas encore essayé, à part les aisselles? Alors le lieu, je dirais en pleine montagne. Ah bon? Là, voilà, dans la nature. En haut de l'Everest, non. Hein, ça va geler. Pas aussi haut, mais voilà, une belle prairie, bien verdoyante. En haut d'une montagne, alors pas trop haut quand même, parce que... Non, pas trop haut. On va dire en montagne. En extérieur, vous l'avez jamais fait? Si. En extérieur, si. Si, mais pas en montagne, d'accord. Mais pas en montagne, voilà. Vous avez peur des ours? Non, pas du tout. Je plaisante. Et donc, attendez, amusez-vous. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs qui le font. Hein. Oui, ça doit être assez facile parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça dans la montagne. Puis vous éloignez un peu des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des GR, je sais pas quoi. Des sentiers. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Oui, ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire. Et 3e question. Qu'est-ce que vous préférerez dans le corps d'une femme? Maintenant, je dis le corps parce que sinon, ils me répondent les yeux. Alors, je vais dire les seins côté face. Et derrière, les fesses. Oui, parce que ça dépend classique. Comment on les voit arriver. Comment on les voit arriver? Oui, si elles sont en face de nous, c'est les seins. Elles peuvent marcher à reculons. Si on les suit, c'est les fesses. Oui, d'accord. Bon. Monsieur est un connaisseur. C'est un bon voyeur, aime les femmes. Oui, tout à fait. Bien. Vous pouvez poser une question à Pascal Leveux. Oh non. Mais si. Oh si, allez, une petite question. Ouais. Pascal, quel est l'endroit le plus flou où vous avez fait l'amour? Plus fou.
Oui. Oui, parce qu'on a compris flou. Bref, mais j'avais pas retiré mes lunettes, non, je plaisante. Audience. Je vous rappelle que ma mère écoute l'émission. Donc... Bonjour maman. L'endroit le plus maman, fou... allez chercher un verre d'eau. Le plus fou, il y en a eu plusieurs, donc là vous me posez une colle, donc je sais pas si je devais hiérarchiser. Dites-nous La première qui vous vient à l'idée, voilà. Non, mais à la montagne, ça j'ai déjà fait. À la mer, j'ai déjà fait. Ailleurs aussi. Enfin bon, bref, non. Le plus fou, je sais pas du tout. Pas dans le Pour métro, moi, c'est pas fou en fait. Non, dans le métro, c'est un peu. Il y a les caméras, donc. Pourquoi pas dans un ascenseur faut remarquer, dans les ascenseurs, il y a souvent des caméras aussi maintenant. Dans un parking, je sais pas moi, dans un taxi. Mais c'était pas fou. Pour moi, si j'en avais envie, je le faisais. Pour moi, c'était pas fou. Donc voilà, rien n'est fou. Non, rien n'est fou. Mais oui, mais c'est vrai. Le métro, moi, je suis alors. psy. Donc... Donc je suis désolé, je sais pas quoi vous répondre. Dans le cas, studio de Sud Radio. On l'a jamais fait, Brigitte, mais on va peut-être s'y mettre. Non, parce qu'on travaille sérieusement, nous. On travaille sérieusement. Donc je suis navré de pas forcément totalement répondre à votre question. Ah, mais je vais y songer. Prochaine fois, peut-être que je répondrai. Mais D'accord. revenez, retéléphoner. Oui, la prochaine fois, vous dites à votre maman de pas écouter l'émission, puis comme ça, vous oserez répondre. Je peux pas. Il faut pas que je lui dise. Mais elle espionne partout, et donc. Non, je plaisante, la pauvre, si elle m'entend. De toute façon, elle va m'entendre. Je l'embrasse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et vous, l'endroit le plus fou? Je vous renvoie à la question. C'est bien un truc de psy. Hein. Oui, non, mais moi, le plus fou, oui. Alors, je l'ai fait en bord de mer, voilà. Ouais. Ça, c'est oui aussi. Voilà, je l'ai fait, on va dire, dans des parcs où il n'y avait pas de monde. Voilà, c'est les endroits les plus fous. Voilà. D'accord. Bon, ça va. Très bien. Mais merci Hervé. Et il vous reste les aisselles, on a compris. D'accord. Pas de soucis, j'essayerai. Vous nous raconterez. Hein. Allez, portez-vous bien. D'accord. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Suzanne dans un instant, qui est également en couple depuis 20 ans. Donc, vous voyez que ça marche quand même encore le couple, Pascal Neveu. À quoi ça sert l'amour, hein? Allez, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue avec Pascal Neveu à évoquer le couple, comment faire durer son couple, comment éviter les conflits dans le couple. Et c'est Suzanne qui va témoigner. Vous êtes en couple depuis une vingtaine d'années aussi, hein, Suzanne, je crois. Oui, on vient de fêter nos 20 ans cet été. Félicitations. Eh bien, bravo. Merci. Donc, bonjour, c'est quoi les 20 ans alors? Ah bah oui, c'est quoi les 20 ans, oui. Alors, parce qu'on posait la question tout à l'heure j'ai oublié son prénom. Gabriel. Gabriel, oui. Gabriel. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi les 20 ans? Mais vous savez, il y a toujours les noces de diamants, d'or, de perles, perles, de coton. Alors, franchement, comme je ne suis pas mariée, je serais incapable de vous dire les noces de quoi c'est. Ah bah oui, parce qu'il faut être marié pour ça. Ah oui, non, c'est les noces de porcelaine, vous allez casser toute votre vaisselle. Oh ben oui, non mais on la casse régulièrement. Non, je rigole. Oui, 20 ans. C'est débile parce que 20 ans, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Ouais, tout à fait. C'est débile d'appeler ça les noces de porcelaine. Je sais pas pour quelle raison, tiens d'ailleurs. Mais je crois on m'a transmis l'info là, donc je ne connais pas la raison. Pourquoi les noces de porcelaine au bout de 20 ans? Bah oui, est-ce que c'est lié à quelque chose de... Est-ce que c'est symbolique le fait que ce soit de la porcelaine ou du coton? Parce qu'on parle des noces de coton pour au bout d'un an, par exemple. Sans doute. Est-ce que c'est symbolique la matière à laquelle c'est associé? Alors Pascal Neveu va nous dire parce ça. qu'on transmet les infos. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a des personnes qui travaillent pour nous. Cet anniversaire de mariage marque une nouvelle fois la solidité, j'ai du mal à le dire, de votre couple à travers une matière connue pour résister au choc. La porcelaine, matière céramique tout aussi délicate que résistante, symbolise la perfection de votre union tout au long de ces années. Voilà, on a appris des choses aujourd'hui. C'est pas mal, hein, Suzanne, bravo. Merci. Je savais que l'évolution des couples était à peu près la même que l'évolution d'un enfant de 0 à... Voilà, mais je ne savais pas que... C'est vrai qu'au bout de 20 ans, ça définit bien. Voilà, délicat et en même temps qui sait faire face au choc. Oui. Donc visiblement, si vous avez fêté vos 20 ans, c'est que quelque part votre couple va bien. Sinon, on ne fête pas nos 20 ans, je suppose. Oui, ça a été même compliqué cette année pour se dire qu'on allait les fêter ensemble. On n'était pas du tout au même endroit et j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on se retrouve. Ah donc, oui.
J'ai dit non, si on passe pas nos 20 ans ensemble, on va avoir un souci. Comme une superstition, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous avez raison. Si c'est comme ça que vous le sentiez, il fallait que vous puissiez être ensemble pour cet anniversaire-là. Donc ça veut dire que vous êtes assez libres l'un par rapport à l'autre, si vous n'êtes pas toujours ensemble. Écoutez, je suis en train d'écrire un livre, Brigitte, et donc du coup je m'étais isolée pendant justement pile poil la semaine où on fêtait nos 20 ans. Mon fils était en colonie, je suis partie exactement au même endroit que lui pour pouvoir m'isoler, et puis sur ces entrefaites, j'ai balisé la veille en me disant mais non, c'est juste pas possible, il faut qu'on soit ensemble, et donc je me suis organisée, il s'est organisé, et puis on s'est quand même retrouvés pour au moins passer notre soirée de nos 20 ans ensemble, alors que pour le coup on n'était pas ensemble. Mais ça veut pas dire que... Enfin si, ça veut dire qu'on est un couple qui se laisse du champ libre régulièrement, ça oui, mais on vit sous le même toit, et on a une vie de famille, on a 2 enfants petits. Oui, vous habitez ensemble. C'était le jour même? Quel est votre secret pour que ça aille bien? Qu'est-ce que vous diriez? Quel conseil vous donneriez à ceux qui écoutent? Moi, j'en dirais 2. Enfin, je vois 2 choses en tout cas. Si j'ose dire, enfin, en tout cas pas des conseils, mais en tout cas, je peux parler de mon expérience. La première chose, c'est que pour moi, le secret, c'est de ne pas chercher à éviter les conflits. Et de façon à ce que la poussière ne soit pas trop mise sous le tapis, et que de temps en temps on arrive à un petit peu épousseter ce qu'on ressent, ce qui va pas, les éventuels reproches qu'on a à se faire, mais en les formulant évidemment de façon à ce que l'autre puisse les entendre, et chercher des solutions ensemble. Ne pas garder les choses pour soi quand il y a des choses qu'on a du mal à digérer. Oui, et puis je crois qu'en fait, selon les tempéraments déjà, mais à mon avis, au bout d'une vingtaine d'années, en tout cas c'est mon expérience, au bout d'une vingtaine d'années, garder les choses pour soi quand ça va pas, ça n'arrive presque plus, quoi, en fait. Quand ça va pas, on le dit. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, sachant qu'on est un couple qui s'engueule régulièrement, et que pourtant, les 3 ou 4 premières années de notre vie de couple, on ne s'engueulait jamais. Mais jamais. Ouais. Donc il y a une vraie évolution, et je pense que c'est dû à ça. C'est que en fait l'amour des débuts, la fusion des débuts, et puis laissant place à qui on est vraiment nous-mêmes, on ne se laisse plus autant édulcorer par l'autre. Et du coup, il y a des choses qui passent plus et qui doivent être dites. Et là, donc j'en viens à mon deuxième point. Je pense qu'une des choses aussi qui fait que ça dure, ça tient aussi en tout cas à des valeurs qu'on a en commun. Oui. Je crois que tous les deux, on est 2 personnes très tenaces, très têtues, et de ce fait très engagées aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'on était engagés l'un envers l'autre, et pour notre cas, c'est même pas passé par un acte de mariage, mais une fois qu'on a décidé qu'on était engagés l'un envers l'autre, on va pas lâcher le morceau comme ça. Et ça, c'est une question de choix volontaire, plus que d'amour, quoi. C'est pas une question d'amour, là. Oui, j'entends bien. Mais parce que, vous l'avez dit, et ça c'est important, vous avez les mêmes valeurs. Et lorsque on décide de passer un moment, enfin une vie ensemble, ou un moment de vie ensemble, si on n'a pas du tout les mêmes valeurs, forcément ça va créer beaucoup de tensions, de conflits, et ça va être difficile de continuer sur le même chemin si on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Ça fait partie des piliers que vous évoquiez au tout début de l'émission, mais également du socle qui permet que on a un bon terreau, pardonnez-moi l'expression, pour que justement ça pousse et ça s'enracine en fait au sein du couple. Parce que vous imaginez bien, avec les mêmes valeurs, vous avez eu envie d'éduquer vos enfants de la même manière, donc déjà vous évitez ce conflit. Alors là, détrompez-vous. Ah bon ? Racontez justement. Parce qu'on avait un tout petit peu abordé le sujet avec Gabriel tout à l'heure, je crois. Et donc, alors, quelles ont été les sources de conflit ? Les sources de conflit, c'est que je pense qu'à part cette valeur-là, qui est une valeur que quand on s'engage sur quelque chose, en général, on ne lâche pas le morceau comme ça et on est tous les deux très tenaces. À part cette valeur-là qui nous rassemble très fortement, on a des valeurs très très différentes sur tout un tas de choses, notamment en termes éducatifs. Moi, je suis éducatrice spécialisée et et en plus, je fais du soutien à la parentalité, donc je vous laisse imaginer que j'ai quand même une certaine
dose de connaissances pour pouvoir exercer mon métier, sur comment on éduque un enfant, les choses qui sont vaut mieux pas les faire, et les autres celles qui vaut mieux faire. Enfin voilà, moi j'ai vraiment tout un tas de connaissances en la matière. Et lui, il est sur un modèle très avant les années 60, avant les années 70 plutôt, pardon, où très on punit, le châtiment corporel. On n'est pas du tout sur les mêmes prérogatives en matière éducative. Donc éviter des conflits sur ce sujet-là, non, pas du tout. On ne les évite pas. Au contraire, on s'y rentre dedans régulièrement. Donc ça veut bien dire que vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs, contrairement à ce que vous m'avez dit. Moi, j'ai repris ce terme de valeur parce que vous m'avez dit on a les mêmes valeurs. Moi, je vous ai dit qu'on avait les mêmes valeurs d'engagement. Voilà. Non, vous avez parlé après de l'engagement, mais au départ, vous m'avez dit que vous aviez... Enfin bon, qu'importe. Qu'importe, on va pas se mettre en conflit. Non, mais là en effet, ça provoque forcément des tensions. Sur ces sujets-là, oui. Mais visiblement, vous avez réussi quand même à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que le truc, c'est que quand les valeurs d'engagement font que de toute façon, on ne va pas se lâcher pour tout et n'importe quoi, qu'on ne va pas utiliser notre relation comme on utiliserait un mouchoir. C'est ça qui fait que ça tient. Ouais. Par contre, les autres valeurs, et notamment au niveau éducatif, sont pas les mêmes, et c'est là ce qui fait que ça tient, c'est que par contre comme on veut rester en lien, mais on continue à discuter et on continue à trouver un chemin commun là où pourtant les choses divergent. Est-ce que les enfants se sont rendus compte qu'il y avait ces divergences-là et ils en ont un peu profité? Profité, j'allais dire abusé, mais le terme était un peu excessif. Non, parce qu'en fait, je crois que ce genre de situation arrive quand c'est pas clair, quand les deux valeurs ne sont pas assumées très très fermement et clairement par l'un et par l'autre. C'est pas notre cas. Les enfants, des fois, me disent mais enfin, toi, papa, il nous met au coin et toi, tu le fais pas. Pourquoi? Donc, je leur explique que leur père croit que c'est très juste de mettre un enfant au coin et les raisons pour lesquelles il le souhaite, il le fait. Et je leur explique les raisons pourquoi moi, j'estime que c'est vraiment pas quelque chose de judicieux de faire ça. Et puis du coup, ils savent qu'avec leur père, il y a parfois une certaine ligne de conduite qui est tenue et avec moi une autre. Cela dit, comme on a, à part là, le coin, c'est un sujet de discorde parce qu'on n'a pas du tout la même façon de faire. Cela dit, on en a bien discuté au préalable et on a fini par se dire tout simplement qu'on allait se ficher la paix et qu'il y en a un qui ferait d'une certaine façon et l'autre de l'autre. Eh bien voilà, quelque chose de bien, de sérieux et on le voit là, en effet c'est la communication qui a permis de s'adapter l'un et l'autre. Merci beaucoup Suzanne, merci de ce témoignage. Donc peut-être la devinette avant les infos. Quel est le meilleur préservatif? Vous avez le temps des infos pour trouver une réponse, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Neveu, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de psychanalyse active, et puis auteur de différents livres, mais je ne sais pas si on les trouve encore dans... Je ne sais pas du tout. Il faudrait peut-être savoir, ça vous concerne quand même. J'en ai surtout un enfin terminé, que je voudrais enfin terminer. Il y a longtemps que je ne vous en parle plus, Pascal Neveu. Je voulais cet été. Donc le couple, qu'est-ce qui permet Non, c'était la devinette. Oui, ça bien sûr, mais je relance le sujet du jour, si vous permettez. Excusez-moi. Le couple, qu'est-ce qui permet de maintenir son couple? Comment éviter les luttes de pouvoir? Vous avez envie d'en parler? Vous nous appelez au 0826 300 300 et j'attends en effet la réponse de ma devinette. Quel est le meilleur préservatif? Bon, ça va pas être la main. Parce que je vois pas l'intérêt dans ce cas-là d'un préservatif, même si vous avez des hommes qui se masturbent avec un préservatif. Les Belges, oui. Avec des frites à l'intérieur. Et donc c'est méchant pour mes amis belges en plus. Je les salue. Ouais. J'en sais rien, comme d'habitude. C'est une extrême laideur. Non. C'est dégueulasse. Ça vous fait rire en tout cas. J'aurais pas osé surtout. Vous savez, sur Sud Radio, nous parlons vrai, nous osons tout, et c'est à ça que les gens aiment nous écouter. Voilà. Mais non, mais il faut s'amuser un peu. Il n'y a pas besoin de préservatif dans ce cas-là, parce que de toute façon, vous n'avez pas l'érection. C'est pour ça, une extrême laideur, c'est le meilleur préservatif. Bonjour Marie.
Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Marie, vous êtes consternée comme moi par la devinette? Oui, parce qu'en fait la laideur c'est quelque chose de pas très objectif en réalité. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais oui. Bien sûr. Bon, et alors vous avez gagné 4 ans, vous, c'est 24 ans de mariage déjà. 24 enfin, de ans. couple, pardon. Oui, même de mariage, on peut le dire. Et en réalité, on va bientôt fêter nos noces d'argent. Pour les 25. C'est 25 ans, Ouais. voilà. Écoutez, je n'ai rien vu passer pour tout vous dire, parce que j'ai le sentiment d'avoir vraiment grandi avec mon mari. C'est chouette, j'aime bien. Et alors évidemment, c'est pas tout rose tous les jours. Franchement, le problème, c'est l'idée qu'on se fait du couple avant de se marier. Ouais. Je pense que les contes, contes d'enfants, ils sont pour beaucoup, malheureusement. Hein, le prince charmant, la princesse, etc. C'est pas vraiment comme ça. Voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais alors, je parle évidemment de ce qui me concerne et pourquoi notre couple fonctionne, je pense, c'est grâce à cette grande communication que l'on a, coûte que coûte. Même si on n'a pas envie même si ça coûte. Voilà, même si ça coûte. Et en tout cas, moi, je mets un point d'honneur à ça, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais aller chercher le dialogue, mais en réalité, on crève beaucoup d'abcès. Grâce à ça, et le conflit entre guillemets permet, enfin c'est ce que je pense, de poser un peu nos limites aussi et d'ajuster notre trajectoire dans la relation. C'est-à-dire que, enfin, c'est comme ça en réalité que je vois les choses. Donc, souvent, on peut avoir peur du conflit. C'est vrai que on peut attendre quelques jours. Je vais vous dire les choses vous avez totalement raison, Marie. Les couples où il n'y a pas de conflit, c'est des couples qui sont en danger. Parce que l'avantage du conflit, c'est qu'on libère les rancœurs, on libère tous les parasites qui sont inhérents à une vie à deux. Et oui, et comment est-ce que l'autre peut savoir et nous connaître profondément si on lui dit pas que ça nous... Enfin, vous voyez, il faut avoir justement cette confrontation pour dire, bah non, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé, quand tu as fait ça, ça m'a pas aimé, ça m'a mis en colère, j'ai ressenti ça, etc., etc. Ouais. Bon, chez nous, c'est un peu la commedia dell'arte, on va dire, hein. Mais c'est pas grave, il faut que ça sorte. Voilà, moi, je suis pour ça. Et l'idée aussi, c'est de ne pas bouder. Alors, moi, ça, c'est un truc qui m'exaspère. Je supporte pas les gens qui boudent parce que justement, ils gardent tout pour eux. Vous savez ce qu'on dit de la bouderie, hein, c'est une agressivité passive. Hein. Ou alors une immaturité émotionnelle. Absolument, aussi. Parce que les petits enfants boudent. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Et ça, c'est inadmissible, je trouve, dans un couple. C'est pas gentil. Ça va pas dans le sens du couple. Alors, par contre, on peut avoir besoin, en ce qui me concerne, moi, des fois, j'ai besoin de 2-3 heures devant moi. Donc, c'est pas une bouderie, mais c'est plutôt, je m'isole. Voilà, je m'isole et par contre, je préviens. Je lui dis, écoute, là, c'est bon, j'ai besoin de m'isoler, laisse-moi tranquille. Je vais faire mes trucs, j'attends que ça redescende. Et après, voilà. Et lui, il en fait tout autant. Donc, je pense que ça, c'est un peu le secret de la réussite de notre couple. Je crois que vous êtes d'abord deux personnes qui acceptent de communiquer, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, encore une fois, je le répète. Et ça revient toujours à ce que disent beaucoup de thérapeutes. Hein, l'essentiel, c'est de communiquer. Et puis, vous êtes deux adultes, hein, donc ça facilite les choses aussi. Hein. Vous n'attendez pas de l'autre qui répare toutes vos blessures. Alors ça aussi, des fois, ça peut être un piège, mais justement, on essaye de faire attention à ça. Surtout qu'en vieillissant, on a toujours bobo ci, bobo là, etc. Et donc, on essaye de pas trop... simplement de le dire, mais de pas faire porter l'autre ou de pas attendre de l'autre qui nous soigne, etc. Vous avez quel âge ? 53 ans. D'accord, ça va, vous êtes très jeune. Ouais, mais vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les couples, ils changent, mais ils changent pas forcément à la même vitesse. Il y a ce petit déséquilibre de temps en temps. Donc, et puis, on change pas forcément volontairement. Donc, c'est là où tous ces ajustements, ils sont nécessaires. Et puis, il faut s'expliquer, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi un truc que j'ai pu noter, d'ailleurs, on se le dit souvent entre nous, c'est d'avoir l'esprit d'équipe et une pensée collective. Parce que c'est aussi ça qui fait défaillance. Il me semble, dans les couples, de ce que j'entends autour de moi, on parle que l'homme est égoïste ou la femme est égoïste, etc. Mais en fait, c'est ça en fait qu'il faut. C'est vraiment avoir l'esprit d'équipe. Oui, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre.
pensée collective. J'ai envie de faire ça, d'accord, mais lui, il a plutôt envie de faire ça. Donc, on négocie. Alors, cette fois-ci, on fait ça, puis la fois prochaine, on fera ce que moi j'ai... Enfin, vous voyez, ou alors, des fois, on fait pas des choses. Moi, ça m'arrive, des fois, où j'ai des propositions, je n'y vais pas parce que je sais qu'il a besoin de moi à tel moment, et voilà, quoi. Mais ça ne me coûte pas, en réalité. Ça va me coûter sur le moment, mais après, c'est un investissement dans mon couple. Je sais que grâce à ça, il va, comment dirais-je, m'apprécier encore plus parce que j'ai été là pour lui. Donc, la fois prochaine, quand j'en aurai besoin, je pourrai lui rappeler à mes bons souvenirs. Et donc, il va m'aider aussi. Enfin, vous voyez, c'est un échange un peu comme ça, il me semble, qui fait que le couple... Et c'est important pour la famille également, s'il y a des enfants. Voilà, l'équipe, c'est toute la famille, parce que sinon, ça va être au détriment de l'un, de l'autre ou de tout le monde. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de bénéfice positif. Et puis le troisième point là que je relève qui fonctionne pour nous, c'est d'avoir des projets de vie communs. Ouais. Alors même si, alors c'est vrai. Oui. C'est évidemment que avoir les mêmes valeurs, c'est important, mais oui, c'est important, mais on peut quand même, la preuve, il y a des couples multiculturels qui se forment et qui marchent aussi. Alors, les valeurs différentes, ça peut aussi cohabiter parfois, il me semble. Peut-être pas les valeurs fondamentales, comme l'esprit de famille, comme, il y a quelqu'un qui veut absolument une grande famille et l'autre qui veut pas d'enfants, ça marchera pas sur le long terme. Ça peut marcher, mais il y aura forcément un des deux qui acceptera la frustration, le sacrifice. Mais ce qui compte aussi, c'est que le couple continue à avoir en effet des projets, parce que sinon, à un moment donné, et c'est d'ailleurs le problème des couples qui se sont mis ensemble pour avoir des enfants et construire la maison. Une fois que les enfants sont là, que la maison est construite, s'il n'y a pas autre chose qui relance le couple, souvent c'est des couples qui meurent. Quand les enfants partent de la maison, il n'y a plus rien. Donc tout ça se prépare, c'est un peu, pardon pour la comparaison qui est peut-être pas très audacieuse, c'est un peu comme une retraite, tout ça se prépare. Il y a des échéances de vie où il se passe des choses, on construit, on n'a pas le temps, en plus on est le nez dans le guidon lorsqu'il y a des enfants en bas âge, il y a des études, il se passe plein de choses, il peut y avoir des problèmes professionnels, également des problèmes de couple, etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve tous les deux? Il y a également les enfants, et voire des petits-enfants dont on va s'occuper par la suite. Et il y a plein d'attentes, il y a plein de fantasmes, ouais, c'est réellement, mais c'est très effervescent, la vie d'un couple. Oui, c'est ça. Mais vraiment toujours, nous on est pas mal dans la projection, on a toujours, j'allais dire, quelque chose sur le feu. Alors même des petits projets, pas forcément des grands projets, mais toujours des envies, de projets de voyage, projets de travaux dans la maison, projets de tout un tas de choses, d'activités qu'on pourrait faire ensemble. Cela dit, on est très différents quand même. Je vais vous dire quelque chose, et ça, il y a plein de choses. Par exemple, lui, il a son sport, moi, je fais d'autres. Enfin, on se rejoint pas du tout sur plein de choses. On est hyper différents. Mais vraiment, vraiment. Mais tant mieux, à la limite. Si vous étiez identiques, il ne se passerait rien. C'est ça. Et du coup, on a beaucoup de temps. Lui, il a beaucoup de temps de son côté. Moi, j'ai beaucoup de temps du mien. Et donc, quand on se retrouve, c'est quand même sympa, quoi. C'est pour partager l'essentiel. Et ce qui a fait que, de toute façon, vous êtes en couple depuis 24 ans. Et puis ça dure encore, parce que là, tout à l'heure encore, ce midi, on est allé promener les chiens ensemble, on s'est pris dans les bras, on se dit des mots d'amour. C'est formidable, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas toujours rose. Aujourd'hui, c'était rose, demain, ce sera peut-être moins. Oui, non, mais bien sûr. C'est des instants, qu'on arrive à attraper comme ça et qui sont hyper sympas, quoi. Voilà. Bien sûr que vous me diriez que c'est tout le temps rose. On vous croirait pas, mais de toute façon, la vie n'est pas toujours rose. Je veux dire, on traverse des moments difficiles, mais quand on sait qu'on est deux et que quelque part on peut compter sur l'autre, c'est quand même pas mal. Parce que encore une fois, le couple a des inconvénients, mais il a aussi beaucoup d'avantages quand ça va bien. C'est une sécurité affective. C'est quand même il y a des choses formidables. Moi, je suis pas 100% pour le couple, mais pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas grand-chose d'autre qui a été inventé pour justement élever des enfants. C'est plus facile d'élever des enfants quand on est deux. C'est plus facile de faire face à une maladie quand on est deux. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Quand on a affronté énormément d'épreuves dans la vie, on sait que l'autre, il est notre soutien, il est nos épaules, et on peut tout lui confier. Donc, visiblement, vous avez compris qu'un couple, c'est aussi une bonne association de bienfaiteurs.
Oui, mais Brigitte, je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous permettez. Il y a aussi un détail important. On ne partage pas notre chambre. On avait fait une émission au mois de juin, je crois, sur le sujet. Et ben voilà. Et en plus, même au niveau de la salle de bain, moi, je m'enferme toujours. Bah, vous prêchez une convaincue. Hein, voilà. Et voilà. Et ça, c'est. Il y en a plein qui me disent quoi, tu dors pas avec ton mari, mais alors vous faites pas l'amour, vous n'avez pas d'intimité, voilà. Mais ça n'a rien à voir en réalité. Et ça, moi, j'ai besoin. Lui, il a besoin de son, voilà. C'est notre univers. Chacun sa chambre. C'est un luxe, c'est vrai. Tout le monde peut pas faire ça. Mais quand on peut le faire, franchement, faut le faire, quoi. Alors, surtout au bout de 25 ans de mariage. Ça dépend. Vous savez, il y a des gens qui sont très fusionnels, qui ont besoin de ce que bon. Mais je suis d'accord que c'est une question qui mérite d'être posée. Il y a d'ailleurs Jean-Claude Kaufmann a fait un très joli livre sur Gérard Leleu aussi. Il y a eu des livres quand même qui sont sortis là-dessus. C'est une vraie discussion et je suis d'accord avec vous, Marie. C'est pas du tout une preuve de désamour. Bien au contraire. C'est le respect de quand on dort et quand on est dans sa salle de bain, on est quand même dans quelque chose de très personnel, bien sûr. C'est intéressant, et Philippe Breneau qui était présent hier, on avait abordé le sujet au mois de mai ou au mois de juin. Regardez les podcasts, il a fait une chronique sur le sujet et on avait des auditeurs qui avaient répondu, on leur posait la question par la suite, alors est-ce que vous faites chambre à part ou pas? Et donc, si ça permet de préserver le couple, tant mieux pour vous, ça préserve le sommeil, plein de choses. C'était super intéressant. Et quelqu'un qui ronfle pour l'autre, c'est insupportable. Par les boules caisses. C'est vrai, absolument. Merci beaucoup de ce joli témoignage, Marie, en tout cas. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Pascal. Allez, bonne rentrée à vous. Au revoir. Au revoir. On fait une petite pause et on continue. Venez nous évoquer votre couple au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Pascal Neveu, nous évoquons le couple. Je crois qu'on a dit déjà pas mal de choses sur le couple. Alors, pour l'instant, écoutez, moi, je trouve que l'émission est très positive. Ouais. On entend que les couples se quittent de plus en plus vite. Je crois que c'est 5 ans maintenant. C'est entre 5 et 6. Oui, donc et là, on a eu des couples qui, quand même, depuis 24 ans, félicitations. 20 ans, ça donne de l'espoir. Michael... c'est une autre génération aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, Michael, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous, qu'est-ce que vous nous racontez? Écoutez, j'essaie de porter aussi la belle parole, donner de l'espoir et d'ailleurs je vous remercie pour votre belle émission qui est toujours très positive. Moi, ça fait 13 ans que je suis avec ma femme et c'est vrai que pour on va dire, avoir une belle continuité dans la vie, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'aventure. C'est tout simplement de se créer des projets ensemble, voilà. C'est intéressant parce que ça n'a pas encore été dit depuis le début. Mais finalement, l'aventure, c'est quoi? C'est sortir du quotidien et sortir d'une routine qui peut, à force, un petit peu faire mourir le couple. Ouais. Quoi. J'aime bien cette notion d'aventure. Et je trouve un peu dommage d'ailleurs à chaque fois de qualifier l'infidélité d'aventure. C'est autre chose, hein. Mais vous parlez d'aventure au sein du couple, c'est-à-dire comment... alors j'allais presque dire, à nouveau la comparaison elle est peut-être un peu ridicule, mais c'est un peu comme si on lisait un roman de Jules Verne. On est dans un roman d'aventure, il se passe plein de choses, etc. Et là, on est dans la créativité, on est dans le rêve également. Je me permettrais de dire que, étant enfant, on sait que la vie est un jeu, mais qu'en grandissant, on l'oublie. Ouais. On l'oublie. Ouais. Et en fait, c'est un peu ça. On a. Merci. Et je pense que oui, le mot aventure, c'est exactement ça. C'est se créer des projets communs. Moi, mon couple, il est basé sur qui se ressemble s'assemble. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple que les opposés s'attirent. Moi, je suis vraiment sur ce créneau-là et en fait, ne serait-ce que dès qu'on a une opportunité dans la vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, on l'exploite, on l'avantage et au début, ça commence par une petite lubie, on y pense un peu, on cherche, on explore et ensuite, on va un peu plus en profondeur et on y va jusqu'à qu'on réussisse. Et en fait, on a cette force qu'on a créée ensemble, on s'est bien trouvé de vraiment toujours repousser
les limites du possible. Rien n'est impossible dans la vie, même un déménagement, même on en a marre du quotidien qui nous pèse, on est dans une région qui nous plaît pas. Bon on se donne les moyens, même si la situation n'est pas parfaite, on est un peu au chômage, on se débrouille, on est malin, on est rusé, on trouve, tout en restant bien sûr honnête, mais on se débrouille pour y arriver et arriver à savourer la vie. Et c'est très important. Donc vous êtes deux personnes assez dynamiques, j'imagine. Oui. Oui, donc ça, vous vous êtes trouvés là-dessus et du coup, il y a une énergie, il y a un élan vital qui reste très présent. Mais je pense que c'est ça qui fait que notre couple perdure dans le temps. C'est vraiment, au bout d'un moment, vous voyez, la situation, c'est qu'on est dans une région dans le sud. Et au bout d'un moment, on a fait le tour, ça fait 7-8 ans qu'on y est, et on a une opportunité de mutation, voilà, et donc l'un des deux va suivre, on va trouver, on va chercher. Bon, il y a un petit moment de questionnement, un petit moment de stress quand même, mais vous osez. Le tout, voilà, il faut oser. Je pense que c'est ça, et se dire bon, tant qu'on est tous les deux, rien ne peut nous détruire, rien ne peut nous abîmer, parce qu'en fait on a une certaine force. Ma femme était en séminaire là récemment et je ressens une réelle non-présence, c'est-à-dire vraiment ce côté, je ne peux. Il y a une fameuse phrase qui dit seul on avance, mais à deux on va plus loin. Je sais pas si c'est exactement, mais en tout cas on va dans le même sens. Oui, et c'est on va une phrase assez connue, bien sûr. Seul je ne peux rien, voilà. Et à tous nous pouvons tout. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que je le ressens vraiment au quotidien quand je suis sans m'adultiner. Et c'est vrai que je me sens finalement la vie est moins jolie et c'est un rayon de soleil dès qu'elle arrive. Bon, après je suis quelqu'un de très amoureux, très romantique. Ma femme, dès qu'elle rentre dans une pièce, elle l'illumine de la plus belle des manières. C'est une très belle femme, enfin, pour moi, vous voyez. Pour d'autres, elle serait commune. Et pour moi, je suis profondément amoureux. Vous décrivez l'amour. Ça durera jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est fou comme je m'attendais pas du tout, il y a 13 ans, à être aussi amoureux. Vous étiez dans cet état d'esprit, je ne parle pas de l'état amoureux, etc., de cet état d'esprit de positiver la vie, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein d'angoisses, on peut se mettre en difficulté, etc. Est-ce que vous étiez dans cet état d'esprit avant de la rencontrer, ou le fait de vous rencontrer a rendu les choses encore plus faciles, en fait? Deuxième cas, effectivement, je pense que je l'avais en moi, et en fait, notre rencontre a décuplé cette envie d'aventure, et de repousser les limites, d'avoir envie, d'oser. Je l'avais en moi. Je le sais parce que quand on se met en action, chacun est complémentaire. On s'apporte, on a une idée, ça fuse, ça discute, et la finalité est toujours belle. Ouais. Et il y a une mini compétition de celui qui va être un peu plus, vous voyez, au niveau des salaires un peu, mais on en rigole beaucoup. Et c'est bien parce que ça nous pousse vers le haut. Et il n'y a pas que le salaire, il y a surtout, c'est très important de se sentir bien, d'être dans un bon job. Bien sûr, le job et la vie personnelle sont complémentaires. Et en fait, nos deux personnalités, c'est exactement ça, c'est la complémentarité. Voilà. Bon, écoutez, c'est joli parce que votre témoignage est assez différent, mais il est très beau aussi. Et puis, on voit quand on entend un homme au bout de 13 ans finalement être plus amoureux qu'il ne l'était au moment où vous l'avez rencontré, parce qu'en gros, c'est ce que vous nous l'avez dit avec vos mots à vous. Ça montre bien que c'est aussi ça, un couple. Ça peut aussi être quelque chose qui nous fait de plus en plus nous épanouir et qu'on peut on peut voir l'autre avec, je vous l'avais dit, Pascal, avec les yeux de l'amour. C'est ça. Et juste une dernière question peut-être. Si l'un ou l'autre avait dit, parce qu'il y a un projet de mutation là, l'autre va devoir suivre, s'adapter, trouver des solutions. Si l'un ou l'autre avait dit non, c'est peut-être trop compliqué. Tant pis, vous seriez, entre guillemets, jeté à l'eau, vous l'auriez fait ou pas? Enfin, vous, l'un ou l'autre, on va pas rentrer dans les détails, ça regarde personne. Oui, en fait, pour tout dire, c'est moi qui suis plutôt c'est moi qui dois la suivre, elle est mutée et moi je vais la suivre, il n'y a pas de tabou avec ça. Mais du coup, c'est vrai que, alors, j'ai mon job actuel,
j'en suis absolument accro dans le sens où j'ai vraiment trouvé la perle, la hiérarchie qui adaptée, un chef extraordinaire, très humain, et d'ailleurs c'est très important. J'ai vécu des harcèlements moraux assez compliqués dans le passé, donc là c'était vraiment enfin la lumière. Maintenant, contre vents et marées, je la suivrai jusqu'au bout du monde. Ouais, d'accord. Bon, eh bien, merci Mickaël de ce joli témoignage et bonne route à vous. Et on va continuer dans un instant avec le Love Conseil. Quels sont les 3 obstacles au plaisir? Et puis on continuera ensuite à rêver avec Marjorie qui va nous raconter son rêve. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors on va parler des 3 obstacles au plaisir. Je pense que ce Love Conseil va vous plaire, Pascal Neveu. Ça va me faire plaisir surtout. Non mais c'est important parce qu'il y a 3 obstacles qui sont assez simples et qui souvent vont se déverser sur l'autre partenaire. C'est la haine, la colère et la culpabilité. En fait, par exemple, quand des femmes ont des blessures qui n'ont pas été soignées, on pense évidemment aux abus, eh bien généralement elles en veulent aux hommes et de ce fait-là il y a de la haine et donc c'est le pire obstacle au plaisir, en tout cas à l'harmonie de leur couple. Et c'est important parce que plutôt que d'en vouloir à son partenaire, on ferait mieux de trouver son harmonie intérieure. Donc ça c'est vraiment important de comprendre que la haine, quand c'est la haine de l'autre sexe, c'est pas quand c'est la haine du partenaire, évidemment qu'il n'y a plus possibilité d'avoir de relations sexuelles de toute façon, mais la haine de l'autre sexe est un obstacle au plaisir et à l'harmonie du couple. Ensuite, la peur, les peurs, elles sont nombreuses. Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugé, enfin toutes ces peurs qui vont créer des inhibitions. Donc là, on comprend bien, évidemment. Et puis, je pense qu'il y a la culpabilité aussi, et on n'y pense pas assez. C'est cette culpabilité qui repose souvent sur la culture et l'éducation qu'on a reçue, mais aussi parfois sur d'anciennes expériences qui n'ont pas été digérées. Et il ne faut pas l'oublier non plus, ça peut être un vrai frein. Voilà, donc je pense que c'est important de faire la paix avec ces 3 obstacles au plaisir. Il faut d'abord essayer de repérer lequel. C'est ce que j'allais dire. Et surtout s'il y a les 3. Mais en tout cas, oui, pour moi, je suis totalement complémentaire avec ce que vous dites, Brigitte, parce que c'est une gangrène mais énorme au sein d'un couple. D'ailleurs, pour soi. Envers soi, et puis il faut soigner les maux du passé. Et puis communiquer et voir comment justement on ne peut pas culpabiliser. Parce qu'on peut avoir des différences également, vous voyez, socio-culturelles, en disant moi j'ai profité de ça dans ma vie, mon partenaire pas du tout, je m'en veux un peu et ça vient obstruer un peu des moments de bonheur au sein du couple, des moments de plaisir. Puis effectivement ensuite tous les problèmes sexuels, tout ce qui est viol, violence, etc. faits aux femmes. Heureusement que la société et les associations travaillent de plus en plus et organisent de plus en plus de colloques de manière à alerter, prévenir et accompagner toutes ces personnes qui ont subi ces drames absolus. Donc si vous avez du mal avec le plaisir dans la sexualité, en général, chez une femme, ça va se traduire par une incapacité à avoir un orgasme, bien sûr. Et chez l'homme, ça se traduit plutôt avec soit des éjaculations précoces, soit avec des pannes d'érection ou des incapacités à éjaculer aussi. Oui. Les anéjaculateurs ont souvent une de ces 3 peurs et c'est parfois la haine de la femme. Et des comportements sexuels déviants qu'il faut pouvoir repérer. Exactement. Alors Marjorie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Marjorie. Alors on va bien écouter ce que vous allez nous raconter, puisque vous allez nous raconter un rêve et on reprend comme l'année dernière, tous les vendredis, une petite interprétation de rêve. Alors je précise toujours que normalement le rêve c'est au rêveur de l'interpréter et non pas au thérapeute que moi je ne suis pas, mais que vous êtes Pascal. Mais en même temps, nous on va vous donner des pistes et puis ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler. Ce qu'il faut toujours faire attention, c'est qu'il y a des livres de symboles sur les rêves. Ça vaut ce que ça vaut, mais attention parce que je vais prendre l'exemple du serpent, par exemple, chez nous, en tout cas dans la religion chrétienne, c'est un symbole assez négatif, alors que ça peut être un symbole très positif dans d'autres cultures. Donc attention avec ces dictionnaires de symboles. Même si, bien sûr, ça peut nous aider. Voilà. Merci beaucoup, chère Brigitte, pour ces précautions. Oui, non, mais c'est important de temps en temps de le rappeler. On vous écoute, Marjorie.
Alors, bon, c'est un petit peu long. Donc, déjà, je suis avec un ex à moi. C'est quelqu'un qui est décédé depuis. Il s'est suicidé. Donc, je tiens à le préciser quand même. Et donc, je suis avec lui et des amis à lui en voiture. Donc, vous le reconnaissez bien dans votre rêve. Oui. Ah oui. Et lui, il conduit. Moi, je suis à la banquette arrière et je discute avec un ami à lui. Par contre, lui, je le connais pas du tout. Et on est dans une fête de village. Enfin, on va dans une fête de village et en fait, ses amis repartent dans la ville où j'habite. Et moi, j'hésite à repartir avec eux ou à rester là avec lui. Et finalement, j'ai envie de rester, donc je me dis que il me ramènera le lendemain. Mais bon, je sais pas trop en fait. Et donc, je rentre dans un restaurant. Lui, il travaille dans ce restaurant, mais il est en cuisine. Donc, j'arrive pas à le trouver. J'ose pas trop demander à la serveuse où il est. Et puis, finalement, il arrive. Parce qu'en fait, bon, je voudrais m'arranger pour dormir là, mais j'ai pas mangé. Donc, je voudrais savoir si je peux manger chez lui. Puis, finalement, je trouve des sous dans mon porte-monnaie. Donc, je me dis que je vais manger au restaurant. Et donc, une fois que j'ai décidé ça, je vais à sa voiture chercher mes affaires. Et là, en fait, elle est mal garée, la voiture. Donc là, il y a des policiers qui arrivent qui veulent me mettre une amende. Donc je leur dis, mais non, je vais la changer de place, vous inquiétez pas. Donc finalement, ils me disent, bon, ok, mettez-la là. Et puis en fait, ils me disent de la mettre à un endroit où si je me gare là, eh ben, il y a d'autres voitures qui peuvent se mettre derrière moi et je suis bloquée. Donc je leur dis, non, je veux pas me garer là où je suis bloquée. Du coup, j'arrive à négocier avec eux et au final, je me gare là où j'ai envie. Et ensuite, bon, j'ai récupéré mes affaires et je marche un peu dans le village et là, je croise ma mère qui me dit que je peux habiter là, dans ce village. Je fais, ah bon, mais... elle me dit, mais oui, j'ai une maison dans ce village. Je fais, ah bon, mais depuis quand? Elle me fait, ah, depuis des années, mais... J'ai dit, mais tu me l'avais pas dit? Ben non, mais maintenant, il y a quelqu'un qui... Enfin, le locataire vient de partir, donc si tu veux, tu peux habiter là. Je dis, ah ben, je sais pas si j'ai envie d'habiter à la campagne. Alors, j'hésite, bon, enfin... Et puis, je continue à marcher. Là, je trouve un espèce d'endroit où il y a... comme une maison abandonnée avec une porte. Il n'y a pas de porte en fait, il y a juste l'embrasement de la porte. Donc je rentre et c'est comme une grande cave immense, toute noire, toute sombre, toute humide. Il y a plein de gens à l'intérieur et ils sont un peu, je sais pas, ils sont bizarres, ils sont un peu au bout du rouleau. Enfin, je sais pas s'ils sont déprimés ou, enfin bref, ils vont pas très bien. Et moi je trouve mon gilet que j'ai depuis des années, un gilet bleu très long. Que j'ai depuis que j'ai 20 ans et avec un foulard à ma mère et donc je me dis qu'ils sont très très humides et je me dis qu'il faut que je mette le feu à ces vêtements pour purifier. Non, purifier quoi, je sais pas. Et à la fin il reste juste un bout du foulard de ma mère et j'hésite et finalement je le garde et voilà. Et ça s'arrête là? Oui. Et il a quelque chose de particulier ce foulard ou pas? Le seul que vous avez récupéré? Non, bah enfin non. Il appartenait à votre mère? Oui, il appartient toujours à ma mère en fait. Et vous l'avez... alors attention, parce que ce foulard, vous l'avez vraiment visualisé dans votre rêve? Ah oui. D'accord. Mais parce qu'en fait, en ce moment, il est chez moi. D'accord. Elle me l'a prêté là. Je ne l'ai pas encore rendu. Elle vous l'a prêté. Donc vous êtes en bonne relation avec votre mère si elle vous prête un foulard. Oui. C'est quand même un rêve qui est assez imagé, qui dit beaucoup de choses sur la situation actuelle de votre vie. D'accord. J'ai une question à vous poser. Oui. Votre ex s'est suicidé il y a combien de temps? Il y a 5 ans à peu près. Il y a 5 ans, d'accord. Il a laissé un mot explicatif ou pas du tout? Non, quand il s'est suicidé, on n'était plus ensemble. D'accord. Vous avez été séparés depuis combien de temps? Depuis longtemps. On n'a pas. Enfin, en fait, c'est un ex, mais on n'a pas vraiment une longue histoire. C'est quelqu'un on s'est jamais vraiment. On n'a jamais vraiment été ensemble, mais on s'est jamais vraiment quitté. On s'est toujours. C'était plus un ami qu'un ex. Ouais, enfin, c'est compliqué. C'était plutôt une histoire. On n'a jamais vraiment été ensemble, mais on se fréquentait quoi. D'accord, ok. Moi, je crois que ce rêve indique que pour l'instant vous avez envie d'autre chose dans votre vie
mais vous savez pas très bien. On voit bien. Bon, il y a la voiture. Souvent, elle indique quand même un cheminement. Un cheminement. Bon, vous êtes sur la banquette arrière, donc vous n'êtes pas. C'est pas vous qui conduisez, donc vous n'êtes pas libre d'aller où vous voulez. Ensuite, vous pouvez pas la garer où vous voulez parce qu'il y a la police. La police. Et puis finalement, vous êtes obligé de vous retrouver dans une cave avec des gens qui sont franchement pas très gais et tout ça est sombre, humide. Vous êtes obligé de vous purifier, de purifier votre gilet bleu. Alors je ne sais pas ce qui signifie pour vous ce gilet bleu, mais peut-être qu'il a une importance. C'est un gilet que vous avez depuis très longtemps. Donc, vous voyez, tout ça laisse à penser qu'il serait bien que vous vous posiez un petit peu la question de d'où vous en êtes dans votre vie et vers où vous avez envie d'aller. Alors, moi, j'ai d'autres questions à vous poser. Oui. Ensuite, je vais compléter un tout petit peu ce que disait Brigitte. Oui, vous êtes d'accord, a priori, avec tout ça? Oui, on est sur une bonne piste, là. Et donc, bravo Sherlock Holmes. J'ai pas dit Miss Marple. Bref, mais que s'est-il passé la veille, voire même l'avant-veille de ce rêve? Est-ce que vous en rappelez? Alors... Qui aurait pu ce induire... matin. Donc, c'était ce matin. D'accord, donc vous l'avez fait cette nuit. Enfin, cette nuit, quoi. Ouais. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Attendez. Qui pourrait donner un peu sens. Vous savez, hein, le cerveau, il est très réceptif. J'ai fait du bateau, en fait, pendant 2 jours. J'ai fait du bateau pendant 2 jours, c'est sympa. Vous n'avez pas pensé à votre ex, à votre mère? Non. D'accord. Non, pas du tout. Pas de pensée particulière, pas de frustration après, j'ai particulière. vu ma mère aujourd'hui, donc voilà. Mais là, vous aviez rêvé déjà. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il est quand même question d'argent aussi. Hein. Ça revient à 2 reprises. Vous cherchez de l'argent pour pouvoir manger. Donc le ventre, il est vide, hein, etc. Et puis il y a la question également avec la police et la question d'une amende également. Oui. C'est comme si vous deviez payer quelque chose. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a une culpabilité enfouie au fond de vous? Est-ce que c'est lié par rapport à votre ex? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas ou qui sont cachées, qui sont secrètes également? Parce qu'en plus, les gens que vous voyez dans cette cave, la cave, alors je rejoins Brigitte, la cave c'est plutôt un endroit où, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais où on cache des choses, ou en tout cas on les enferme également. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je n'exploite pas suffisamment tous mes potentiels et des choses que je n'arrive pas à réaliser, que je n'arrive pas à faire et que je m'interdis parce que je dois payer quelque chose? Vous voyez, j'en reviens à la question de la culpabilité. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Alors peut-être pas que des choses que je m'interdis de faire, mais peut-être une partie de ma personnalité que je ne dévoile pas beaucoup. Alors j'ai pas pensé que c'était parce que je me sentais coupable. J'en sais rien, ce sont des pistes de réflexion, comme on vous l'a dit. Il n'y a que vous qui pouvez l'interpréter. Donc on vous donne quelques petites pièces d'interrogation, puis vous allez, même en réécoutant l'émission, vous allez repenser à cela et vous allez trouver forcément une réponse à cela. Mais c'est vrai qu'il y a la présence de votre mère également. La mère, il y a un secret. Hein. Elle vous dit pas qu'elle a acheté cette maison. À la campagne. Campagne, ça résonne comme compagne également. Donc c'est pas anodin à mon avis si vous rêvez quand même de votre ex. Oui. Surtout que vous restez avec lui, mais finalement vous restez pas avec lui puisque vous êtes obligé d'aller dans la cave. Donc peut-être que s'il était encore en vie, votre vie aurait une autre tournure. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut. Moi, je pense que ça serait intéressant de toute façon de voir qu'est-ce que ça a changé entre le moment où il était encore en vie et le moment où il se suicide. Ça a forcément provoqué chez vous d'abord c'est un traumatisme, hein, un proche qui se suicide, mais vu votre rêve, ça a peut-être posé un interdit quelque part, dû peut-être à une culpabilité ou pas, ça c'est vous qui savez. Mais vous voyez, parfois quand on a aussi un proche qui se suicide, ça nous empêche d'oser des choses. Je ne sais pas comment... C'est la voie de garage également, c'est la voiture qui est garée. Hein. Comme vous le disiez, Brigitte, à la fois vous êtes à l'arrière et ensuite il y a ce problème, il faut garer le véhicule. Hein. Oui. Et donc, vous voyez, tout ça laisse à penser que ce serait vraiment intéressant que vous fassiez une petite introspection seule ou avec quelqu'un, hein, peut-être avec un thérapeute, de voir un peu où vous en êtes dans votre vie et qu'est-ce qui bloque
pour que vous n'avanciez pas autant que vous pourriez avancer depuis 5 ans. Et ce besoin de purifier les vêtements, c'est le regard qu'on se porte à soi-même, c'est le miroir, le regard des autres envers vous. C'est notre moi peau, hein, comme l'écrivait Didier Anzieux également. Ça fait partie réellement de notre identité, hein, de notre incarnation. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut, ce rêve-là, je pense, et puis vous avez eu envie de nous le raconter. Encore une fois, je dis toujours, le rêve que quelqu'un appelle la radio pour raconter son rêve, c'est que c'est un rêve qui vraiment est proche de votre conscient, mais qui est encore un peu inconscient, mais vous avez envie de le comprendre et vous avez envie d'en faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, c'est juste une petite indication. Ouais. Parce que, en fait, donc au moment où il s'est suicidé, nous, on se voyait plus trop. Et en fait, je l'avais croisé, quand je l'ai appris, je l'avais croisé 15 jours, 3 semaines avant. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas bien. J'avais pris énormément de poids. Ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai pas voulu aller lui dire bonjour parce que quelque part, j'avais honte d'avoir pris autant de poids. D'accord. Et donc, en fait, c'est évident que ça n'aurait rien changé, mais il n'empêche que... On peut se dire, est-ce que si j'avais... Oui, alors de toute façon, vous n'êtes coupable de rien, ça c'est sûr, mais bien sûr que vous pouvez vous dire, peut-être que si j'avais été lui parler, il ne se serait pas suicidé. C'est obligatoirement ce qu'on se dit tous quand on a un ami, un proche. De ne pas avoir dit au revoir également, sauf que vous ne le saviez pas, mais vous autant vous aviez changé, lui aussi il avait changé. Je ne sais pas du tout s'il avait déjà prémédité son acte, etc. Mais il est arrivé effectivement cette mort violente. Il s'est suicidé comment, si c'est pas indiscret? Je sais que ça doit vous remuer, je suis désolé. Non, ça va. En fait, c'est que en plus c'était quelqu'un qui allait pas forcément bien, donc c'était un acte réfléchi, je pense que, mais c'était un coup de tête, c'est-à-dire qu'il était dans un moment où il avait pris trop de drogue et voilà quoi. Donc. Vous savez, c'est très souvent le cas. La douleur, ça devient une douleur psychique, une douleur physique insoutenable, et la personne passe à l'acte. Oui, et comme je le disais encore cette semaine, on ne se suicide pas parce qu'on a envie de mourir, on se suicide parce que c'est plus possible de vivre. C'est plus tenable. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, en tout cas, écoutez, Marjorie, réfléchissez à ce qu'on vous a dit et puis voyez comment vous pouvez en faire quelque chose. Vous réécoutez tout ce qu'on vous a dit, puis vous allez voir, vous allez rassembler les pièces du puzzle. Absolument. C'est vrai que c'est souvent un puzzle, le rêve, c'est vrai. Merci Marjorie, merci beaucoup. On va conclure avec ce test, avec quel style de femme vous ferait craquer. Je rappelle que le test, tous les vendredis, vous pouvez le retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur sudradio.fr. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Pascal Neveu, nous allons terminer avec Thierry qui va faire ce test en direct avec nous. Bonjour Thierry. Et bonjour Brigitte, et bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Bon, alors vous avez à chaque fois 4 possibilités de réponse. Il y a 10 questions et à la fin, je pourrais vous dire quel genre de femme vous fait craquer, Thierry. Oh. Vous le savez sans doute, hein, de toute façon. Mais non, justement, c'est intéressant. Votre femme va être heureuse. Hein. Mais peut-être qu'il en cherche une, allez savoir. Alors, première question. Vous pouvez le faire si vous voulez, Pascal Neveu. Je vais le faire. Mais pour vous, votre princesse, ce serait plutôt petit A, une femme super sophistiquée, petit B, une femme sauvage, petit C, une romantique, petit D, une femme sportive. Alors, qu'est-ce que vous me répondez, Thierry? Je dirais sauvage. Une femme sauvage, d'accord. Une tigresse, quoi. Et bien, très bien. Deuxième question. Alors, si vous voulez le faire, Pascal, donnez-moi votre réponse et je vous dirai après. Non, parce que j'allais dire parce que sophistiqué, au bout d'un moment, c'est trop. D'accord. Deuxième question. Elle vous envoie par SMS une photo. Petit A de ses lèvres pulpeuses, petit B de son regard coquin, petit C de ses seins, petit D de sa chatte siamoise. J'ai dit sa chatte siamoise. Hein. Il faut rire aussi quand on fait un test. Attendez, de ses yeux, les yeux coquins. De son regard coquin, d'accord. Et vous Idem. Bon. Ensuite, pour lui plaire, vous êtes prêt à, petit A,
Vous seriez un fan des préliminaires. Petit B, un riche parti. Petit C, un homme asexué. Donc pas de pénétration, on a bien compris avec Fleur Chéri tout à l'heure. Et petit D, un séducteur blasé. Je deviendrai le roi des préliminaires. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Bon, et vous, Pascal? Dès le premier soir, petit A, elle va vous prendre la main. Petit B, se soumettre à vos désirs. Petit C, enlever son slip. Petit D, enlever votre caleçon. Me prendre la main. Oh, comme c'est romantique tout ça. Alors, et monsieur Neveu? D, ça j'en étais sûr. Oh, la réputation. Attendez, vous avez fait l'amour partout, vous n'allez pas nous la jouer en mais ça, grand on a dit qu'on ne romantique racontait pas le off, donc ça va. Pardon, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Excusez-moi, Pascal, je retire ce que je viens de dire. Non, je retire rien. Moi, je suis pour la pénétration. Alors, 6e question. Comment allez-vous approcher vos mains avec elle, hein? Petit A, timidement. Petit B, nerveusement. Petit C, assurément. Petit D, expressément. Assurément. Assurément. Et vous, Pascal? Petit C également, donc. Vous répondez pareil. 7e question, vous vous sentirez dans la peau de petit A d'un capitaine prêt à combattre, petit B d'un roi autoritaire, petit C d'un soumis prêt à tout, petit D d'un brave soldat. Un capitaine. Capitaine. Oh ben ça va, hein, Thierry. On profite. Et vous, petit D, un brave soldat. Toujours au garde à vous. Alors, 8e question. Ouh là là, je ne sais pas si je vais arriver à donner les résultats qui tiennent la route. Quelle femme je vais avoir, moi? Cette femme, Thierry, vous la voulez, petit A, dans son sommeil, petit B, avec sa copine, petit C, sous la douche, petit D, au Cap d'Agde. Oui. Hein. Au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, soyons fous, allez. Plus on est de fous, plus on rit, on est d'accord. Et vous, Pascal? C. Petit C, donc vous la voulez sous la douche. 9, elle vous promet 2. Petit A, ne jamais vous tromper. Petit B, ne jamais se masturber sans votre accord. Petit C, vous prévenir si elle a envie de partir. Petit D, de vous oublier dès que vous aurez fait l'amour. De ne jamais me tromper. D'accord. Et vous, Pascal? Ça, vous connaissez la réponse. Hein. Me connaissant, c'est C. Oui, bien sûr que j'aurais pu deviner. Et alors, dernière question. Elle vous transformera en petit A, marquis de Sade, petit B, en prince des caresses, petit C, en roi des cons, et petit D, en Rocco Siffredi. Je vois qu'au moins, ça vous fait rire, mon test. Marquis de Sade. En marquis de Sade. Et vous, Pascal? D. Vous aimez les femmes pour leur côté capricieux ou insaisissable. Certains pourraient les trouver insupportables. Vous les considérez comme captivantes et sauvages. En fait, avec ce genre de femmes, vous savez que l'ennui n'existe pas parce que vous détestez plus que tout la routine dans le couple. Vous saurez jouer au chat et à la souris, vous étant bien sûr le chat prêt à la croquer quand elle va un peu trop loin. Voilà, Thierry, ça vous convient ou pas? Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait le résultat de Pascal, donc c'est à l'inverse. Alors lui, il a aucun rapport avec vous, puisqu'il n'a pas mis une seule fois le même choix sur une femme insupportable. Surtout pas, moi je me barre en courant. Exactement. Donc, alors c'est légèrement dominant, mais vous aimez bien aussi les femmes un peu candides, un peu romantiques, mais c'est plus bon. Vous avez 6 sur le maximum, donc vous cherchez plutôt une femme qui a un appétit important. Vous ne craignez pas de devoir faire face à ses pulsions, on l'avait compris, et vous vous sentez prêt à assurer. Si elle daigne vous choisir, vous voulez en toutes circonstances être au service de ses désirs érotiques, quels qu'ils soient, mais vous tenez à être le seul à la satisfaire. Voilà le problème, car généralement, ce genre de femmes ne sont pas les plus fidèles. Bon, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est assez juste. Ma maman va être contente en entendant ça. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, si ça vous amuse, vous pouvez faire ce test à votre compagnon. Vous saurez si vous êtes son type de femme. Non, je plaisante. Je suis pour la paix des ménages. Oh, c'est pas bien ce que je viens de dire. Si, c'est très beau. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal Neveu. Merci beaucoup. Vous, et on sera avec Sandy Boulanger lundi. Merci Thierry d'avoir joué le jeu avec nous. Au revoir.